le jour a été choisi parce que c'est un jour important, la Journée internationale des droits de la femme. Et nous pensons que ce sera une occasion de célébrer parce que c'est important aussi sur le sujet climatique. Euh, le rôle des femmes est essentiel et malheureusement, parfois aussi, euh, les femmes sont dans des situations de vulnérabilité face au changement climatique et aux dérèglements environnementaux. Sans plus tarder, je passe la parole à Danielle Paillet, donc directrice de la direction régionale Afrique du Nord de l'Agence universitaire de la francophonie. Danielle, c'est à vous. Merci beaucoup Frédéric et c'est évidemment un plaisir d'être parmi vous, d'être associé à ce premier webinaire donc, qui augure d'un partenariat prometteur avec votre réseau. Et le thème qui sera traité aujourd'hui nous oblige, puisque cette question de la sensibilisation et de l'incitation à l'action pour le climat et l'environnement, évidemment, est une priorité essentielle vis-à-vis de laquelle les universités ont un rôle et une responsabilité essentielle. Les universités dans leur écosystème, et évidemment, c'est en lien avec les étudiants et donc la jeunesse. Et ça rejoint une des missions essentielles de l'AEF qui, en tant que premier réseau universitaire au monde, joue un rôle de catalyseur par rapport à ces enjeux, notamment dans le lien à la création de savoir, la co-création de savoir. Et évidemment, nous sommes très impliqués sur les questions de notamment avec l'université Euromède qui a été lauréate du label Campus Responsable. Et j'en profite pour remercier la présence de Monsieur Benouna qui va témoigner de la réalité de ses actions et de ses engagements. L'AEF également est engagée dans un programme de mobilité sud-sud qui est orienté développement durable, notamment lors de son édition en 2021. Nous pouvons également évoquer l'engagement de notre direction régionale Afrique du Nord sur la question des ODD, qui est bien sûr un axe transversal dans l'ensemble de nos projets et plus particulièrement dans des actions liées à l'entrepreneuriat qui sensibilisent sur cette thématique avec un projet, un programme agile qui est l'incubateur francophone africain qui en 2022-2023 dans son édition a mobilisé, a accompagné, formé des entrepreneurs de 16 pays africains pour des projets de start-up responsables et respectueux de l'environnement. Dans un autre programme agile, des doctorales en entrepreneuriat, nous accompagnons des doctorants pour que leurs travaux de recherche fondamentaux se transforment en projets à impact positif au niveau des communautés. Donc, c'est une autre forme de contribution aux enjeux de développement durable et dans le lien avec les questions environnementales. Nous accompagnons également des clubs étudiants, des clés 18 dans notre région, qui sont mobilisés dans des activités qui eux-mêmes portent des enjeux de sensibilisation aux enjeux climatiques, avec par exemple une opération Plantons des arbres. Également, nous développons des projets de formation professionnalisante autour des enjeux des ressources de l'eau, parce que c'est évidemment un défi essentiel, et cela avec l'université Kadi Hayat de Marrakech. Un autre exemple d'action concrète et d'engagement sur ces thématiques fondamentales, ce sont des projets de recherche que nous accompagnons en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et notamment un projet lié à l'université d'Oujda sur des enjeux d'énergie renouvelable et des solutions énergétiques durables. Voilà quelques exemples de nos engagements qui disent aussi les priorités stratégiques de l'AEF, que ce soit en termes de co-création de connaissances, de soutien à de la recherche-action, de la recherche à l'entrepreneuriat, qui va sur ces thématiques essentielles liées au climat et à l'environnement.
Ce webinaire, il s'inscrit également dans le mois de la francophonie. Et nous allons avoir le 17 mars un événement lié également à cette thématique où des jeunes vont se mobiliser et certains de nos partenaires institutionnels et du monde socio-économique autour d'une réflexion sur les ODD à nouveau et des projets que les jeunes peuvent mettre en place au sein de leurs universités pour y contribuer. Donc, voilà ce qui justifie notre partenariat. Et merci encore de vos engagements respectifs. C'est ensemble que nous pourrons définir, co-créer des réponses stimulantes et pleines d'humanité pour toujours être dans l'espérance d'un renouveau vis-à-vis de ces enjeux essentiels que sont ceux du climat et de l'environnement. Merci à vous et Frédéric, je vous rends la parole pour le déroulé de notre webinaire très stimulant. Merci encore. Merci beaucoup, Daniel. Nous allons vous faire une présentation rapide d'Alumni for the Planet. Donc, je vais demander à Florian de projeter cette présentation. Et ensuite, on démarrera vraiment dans le dur du sujet. Il y a deux parties. Un expert qui va vous présenter l'urgence climatique en Méditerranée, Philippe Drobinski, que je présenterai plus en détail. Et ensuite, un témoin qui vous montrera que oui, c'est possible d'agir. Donc, Mustapha Benouna, qui est conseiller auprès du président de l'Université euroméditerranéenne de Fès. Alumni for the Planet a été créé il y a 2 ans et demi et c'est une association qui est apolitique et non militante, qui est reconnue d'intérêt général aujourd'hui. Et c'est une association qui vise à aider concrètement les alumni à agir en les informant, en les mettant en réseau et en les soutenant dans leur action. Les alumni, ce sont les diplômés d'enseignement supérieur. Et pourquoi est-ce que Alumni for the Planet se concentre sur les alumni? C'est parce que très souvent, les diplômés de l'enseignement supérieur qui sortent d'université ou d'école ont des postes où ils ont des responsabilités, où ils peuvent influencer et permettre des transformations rapides. Donc l'objectif d'Alumni for the Planet, c'est de mobiliser massivement ces alumni sur les enjeux climat et environnement et de les aider à agir. Et je vais vous montrer comment très concrètement. Ces alumni, ils sont dans des entreprises, dans des organisations, dans des universités. Ils agissent aussi dans des collectivités locales. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils agissent depuis l'intérieur pour accélérer la transformation en alliance avec leur organisation. Ça, c'est très important. Et comment est-ce qu'on travaille avec ces alumni? On leur apporte un soutien concret sous 3 formes et on travaille avec des associations d'alumni et des partenaires tels que l'Agence universitaire de la francophonie. Et c'est très important parce qu'Alumni for the Planet, vous le voyez à droite, c'est des cofondateurs. Très bien, c'est un groupe d'une vingtaine de bénévoles. C'est un permanent, Florian, qui est avec nous aujourd'hui, que je remercie. Mais c'est aussi et c'est avant tout vous, tous les gens qui participaient à ces webinaires, qui ensuite pouvaient passer à l'action. Et le passage à l'action, il est essentiel. Et pour vous accompagner à passer dans l'action, on va s'appuyer sur un réseau de 130 associations d'alumni aujourd'hui. Chaque jour, il y en a de nouvelles qui nous rejoignent. Avec l'Agence universitaire de la francophonie, c'est des centaines d'établissements aussi qui sont concernés. C'est ça qui est formidable. Et dans le monde entier, parce que le sujet climat-environnement, ce n'est pas un sujet d'un pays en particulier. C'est aussi un conseil scientifique de 10 scientifiques de haut niveau, dont M. Drobinski, qui est membre de notre conseil scientifique. Ce sont des scientifiques dans tous les domaines, finance, économie, sociologie, sciences cognitives, philosophie et bien sûr climatologie. Et ce sont des partenaires institutionnels et privés. Je cite par exemple le ministère de la Transition écologique, la Conférence des grandes écoles, France Université, l'Agence universitaire de la francophonie et des partenaires privés également. Et ce sont 3 parrains et marraines, dont une du monde scientifique, Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez probablement, et sinon, vous pouvez la connaître au travers de son travail, puisqu'elle était coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le changement climatique. Pour représenter le monde des entreprises, on a Pascal Demurger, qui est le directeur général de la Maïf, et pour représenter la société civile, Yann Arthus Bertrand, le photographe. Je passe au dernier slide.
qui vous montre les 3 piliers d'action concrète. Le premier, c'est l'information. Vous pouvez aller sur notre site internet où il y a un certain nombre de références, d'informations sur des experts, sur des sites, sur du matériel pédagogique. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la connexion. Aujourd'hui, nous avons plus de 4000 alumni engagés, 4500, qui ont rejoint le réseau. Pour cela, vous allez sur le site. Florian va vous mettre l'accès à ce site et l'accès pour rejoindre le réseau. Et grâce à ce réseau, vous pouvez vous mettre en connexion avec des gens qui sont de la même université ou école, des gens qui sont de la même ville ou des gens qui sont de la même entreprise. Et c'est très important parce qu'à plusieurs, on est plus fort pour agir. Seul dans son coin, c'est difficile, mais à plusieurs, on peut agir. Et par exemple, on a monté avec des groupes d'alumni qui appartiennent à des entreprises, on a monté des groupes dans des entreprises qui ensuite ne sont pas des groupes, je dirais, qui dépendent officiellement du développement durable, mais qui vont se mettre entre eux parce qu'ils ont un intérêt commun pour le climat et l'environnement et qui vont travailler ensuite à faire des propositions constructives à la direction, au comité direction générale, à la direction développement durable et qui vont, étant ensemble et étant réunis, qui vont pouvoir faire des propositions d'action. Et le dernier pilier d'aide aux alumni, donc aux diplômés de l'enseignement supérieur, c'est des boîtes à idées, des ressources qu'on met sur notre site, mais c'est surtout ces webinaires. On a 2 types de webinaires. Le webinaire de ce soir, qui est un webinaire pour inspirer le passage à l'action, avec un expert qui va vous mettre le problème sur la table et un témoin qui va vous inspirer parce que lui est passé par les difficultés que vous rencontrez peut-être pour passer à l'action. Mais on l'a choisi parce que justement, il y est arrivé et il a fait des transformations importantes. Et le deuxième type de webinaire, c'est comme celui d'aujourd'hui, qui est ouvert à tout le monde. Et le deuxième type de webinaire, vous pourrez le rejoindre une fois que vous aurez rejoint le réseau. Donc, vous serez connecté à ce réseau de 4500, 4000 alumni engagés. Et ce sont des webinaires où là, à petits groupes, on a des petits groupes de 10, 15, où on fait du coaching et de l'intelligence collective pour porter des projets particuliers. Par exemple, on a accompagné des alumni à créer des collectifs à l'intérieur de leur organisation, des collectifs d'alumni, des collectifs de collaborateurs qui travaillent ensuite avec l'entreprise. Ou alors, on a encouragé des alumni à mettre en place des actions plus poussées au sein de leur entreprise. Par exemple, la réalisation d'un bilan carbone Scope 3, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne fait pas parce que la loi l'oblige, mais quelque chose que l'on fait si l'entreprise veut aller plus loin dans le domaine de climat-environnement. Voilà, je m'arrête là. Pour maintenant passer la parole à notre expert qui va présenter la situation de l'urgence climatique en Méditerranée, donc Philippe Drobinski, qui est directeur du laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre Simon Laplace, qui est aussi coordonné par le CNRS, l'École polytechnique, l'École normale supérieure et Sorbonne Université, qui est aussi directeur du Centre Energy for Climate, de l'Institut Polytechnique de Paris, de l'École des Ponts, du CNRS, du CEA, de l'EDF et de Total Energy, et qui est, et on le remercie, membre du conseil scientifique d'Alumni for the Planet. Philippe, et en plus, qui est un expert sur la Méditerranée, qui a contribué au rapport du MEDEC, mais il va en parler plus en détail. Je vous passe la main à vous, Philippe. Merci Frédéric, merci Daniel pour cette introduction. Moi, je vais intervenir sur la question du changement climatique en Méditerranée et vous donner, faire une synthèse un petit peu des messages clés qui sont sortis des 2 rapports d'évaluation du GIEC, pour donc, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, qui donc le plus récent, qui est sorti en 2021 et 2022, et puis le premier rapport d'évaluation du MEDEC, donc, qui est le GIEC méditerranéen, et donc qui est dédié à cette région. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, jusqu'à ces derniers rapports, la Méditerranée n'avait jamais été étudiée et évaluée comme une région, comme une entité. Elle était soit partie de l'Europe, soit partie de l'Afrique, mais on va dire sa spécificité en tant qu'entité, en tant que finalement espace régional avec une certaine cohérence, qu'elle soit climatique, qu'elle soit culturelle, eh bien, n'avait pas été abordée. Alors que depuis donc, le dernier rapport du GIEC, le GIEC maintenant met à disposition
un atlas en ligne que vous pouvez parcourir et sur lesquels vous pouvez justement aller regarder des informations climatiques sur les régions que vous souhaitez. Vous voyez ici que la Méditerranée est entourée avec, pour illustration, donc l'évolution de la température, donc à la fois observée et projetée, donc sur la région Méditerranée. Donc, comme je vous l'ai dit, donc le dernier rapport du GIEC, le GIEC, dans sa dernière évaluation, met des outils en ligne qui permettent d'avoir de l'information régionalisée, mais également, en particulier dans son volume 2, dédié aux questions d'impact, d'adaptation et de vulnérabilité, eh bien, un chapitre y est totalement dédié à la région Méditerranée. Je vais vous en montrer certains résultats. À côté de ça, les éléments, on va dire, différenciants assez spécifiques de la région Méditerranée fait qu'une organisation semblable à celle du GIEC a été mise en place spécifiquement sur la région Méditerranée, qui s'appelle MEDEC, et dont je vais aussi vous présenter certains résultats. Alors, la première chose qu'il y a à retenir, c'est que la région Méditerranée est une des régions les plus, qui offre la plus grande réponse, on va dire, au changement climatique. Donc, avec d'une part une augmentation très nette de la température, donc un réchauffement régional qui est visible, documenté, observé, et qui, quand on compare cela à l'évolution de la température au niveau mondial, eh bien, la région Méditerranée se réchauffe avec un taux 20% plus rapide que dans le reste du monde. À côté de ça, la question de l'eau, et on verra dans la suite de mon exposé que l'eau est au cœur, je dirais, des grands défis que doit relever la région Méditerranée. Et bien, à côté de ça, les projections des précipitations annuelles dans cette région, donc des précipitations moyennes, eh bien, donc présente une tendance à la baisse. Alors, c'était issu du premier rapport d'évaluation du MEDEC. À côté de ça, je montre un tableau assez illustratif du dernier rapport du GIEC qui montre justement sur les principaux drivers climatiques les tendances à la fois observées et celles projetées, avec leur niveau de confiance et le signe de leur tendance. Alors, vous voyez ici que, donc, en termes de réchauffement, eh bien, il est à la fois observé à la hausse, avec une très forte confiance, et bien évidemment projeté avec différents scénarios de réchauffement ici. Il en est de même pour les extrêmes, donc les vagues de chaleur, alors qu'au contraire, les vagues de froid sont clairement annoncées, observées et bien sûr projetées en forte diminution. Pour ce qui est des précipitations moyennes, si les observations ne donnent pas de signal extrêmement fort sur le signe, eh bien, toutes les projections montrent avec un niveau de confiance assez fort une tendance à la diminution des précipitations extrêmes, des précipitations moyennes, alors qu'au contraire, et ça je détaillerai après, les précipitations extrêmes sont plutôt attendues à la hausse, même si actuellement le signal, je dirais, observé est difficile à extraire. Voilà, en matière de sécheresse, bon, là, il est clair que la région est exposée à une évolution, à une augmentation forte des sécheresses, avec pour aussi distinguer, on va dire, pour un caractère assez spécifique de la mer Méditerranée, bien évidemment, c'est la présence de la mer et donc l'exposition en particulier des régions côtières à l'élévation du niveau de la mer. Donc, ce que nous dit ici le dernier rapport du GIEC, c'est que cette région est exposée à une combinaison d'aléas climatiques extrêmes avec une très grande vulnérabilité qui fait que justement cette région est un petit peu un point chaud, un hotspot en termes de risques climatiques interconnectés dans la mesure où effectivement certains extrêmes en amènent d'autres. Alors, à côté de ça, donc ça, c'était pour la Méditerranée, à l'échelle, on va dire globalement. Ça, c'est aussi des tableaux illustratifs extraits du dernier rapport du GIEC qui coupent la Méditerranée en 4 avec une région nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est. Et ce que l'on voit ici, hein, donc c'est très similaire à ce que j'ai montré précédemment, c'est que justement, la Méditerranée ne présente pas une grande, une grande dichotomie nord-sud, sauf pour les précipitations extrêmes, où il est attendu une augmentation des précipitations extrêmes sur la rive nord de la Méditerranée, alors que c'est plutôt une projection
si ce n'est incertaine pour on va dire les années à venir, en tout cas pour les scénarios je dirais, pessimistes, plutôt une diminution des précipitations extrêmes. Et ça, c'est très fortement lié, on va dire, au caractère très aride de la région. Mais sinon, ce que l'on peut constater encore une fois, c'est que malgré, je dirais, la Méditerranée, la mer Méditerranée qui sépare les deux rives, eh bien, justement, je dirais l'exposition et les risques encourus sont assez communs entre les deux rives. Et je reviendrai sur cette dimension-là un petit peu plus tard. Alors, en termes d'attribution, donc des impacts, et des impacts attribuables au changement climatique régional, eh bien, je dirais, je n'ai pas de bonnes nouvelles à apporter. Vous voyez qu'ici, le niveau de l'impact est toujours négatif. On n'a pas d'impact positif parce que pour certaines, on peut imaginer que même dans le contexte du changement climatique, certains impacts peuvent s'avérer localement positifs. Eh bien, il est clair que le message que j'apporte n'est pas un message de bonne nouvelle et que ce soit bien évidemment pour le confort thermique, que ce soit pour les questions d'eau, d'accès à l'eau, alors en quantité aussi, en quantité d'une part, mais en qualité d'autre part, que ce soit sur les réserves halieutiques, donc tous je dirais la sécurité alimentaire associée à ça sont fortement affectées par le réchauffement climatique dans ces régions. Alors, le rapport du GIEC définit souvent ce qu'on appelle les risques. Et là, justement, dans le dernier rapport du GIEC, on a donc dans le chapitre dédié le résumé des risques clés pour la région Méditerranée. Et ce diagramme montre pour les différents types de risques clés. Donc ici, c'est key risk. Donc c'est que ce soit pour les questions de qualité d'eau et de qualité et quantité d'eau, que ce soit pour la question des feux, etc. Vous voyez que ça, c'est en fonction du réchauffement climatique. Eh bien, le risque encouru peut être très fort, jusqu'à indétectable, avec ici donc un niveau de confiance. Et donc, on voit que pour certaines, bien évidemment, pour certains risques, l'émergence, on va dire, avec confiance du risque, on peut prendre un certain nombre d'années, alors qu'au contraire, pour certains, eh bien, le risque est déjà largement avéré. Et donc, les 4 risques qu'encourt la région Méditerranée sont très fortement liés avec 2 caractéristiques très fortes de cette région, c'est-à-dire l'augmentation, je dirais, accélérée de la température, donc en lien avec justement donc les problématiques de santé liées au stress thermique, et d'autre part, ce qui est relié à la fois à la température et aux réserves d'eau, à l'accès à l'eau, c'est les questions de production agricole, dont les rendements pourraient diminuer du fait justement des sécheresses et des canicules. La question, bien sûr, je dirais de la rareté même de l'eau dans certaines régions, alors que ce soit en Europe ou dans la rive nord et sud de la Méditerranée. Et puis, l'autre élément, c'est l'élévation du niveau de la mer avec les régions côtières fortement exposées. Et ça, j'en reparlerai. Alors justement, donc ça, c'est finalement une représentation spatiale finalement des risques. Alors elles sont, comment dire, schématisées, illustrées par des pictogrammes, que ce soit donc des risques sur les écosystèmes marins, sur les écosystèmes terrestres, sur les questions d'eau et de sécheresse, sur les feux de forêt, etc. Et donc, vous voyez là aussi, ce que j'expliquais par avant, c'est que si vous regardez les différences, s'il y a des différences de pictogrammes, oui, ici, nous n'avons pas le pictogramme des feux de forêt, mais si vous regardez dans les détails, vous verrez que les pictogrammes sont tous représentés de la même façon tout autour du bassin méditerranéen. Donc, encore une fois, un message clé qui est que même si la mer Méditerranée sépare, je dirais, une région un petit peu plus, avec un climat un peu plus tempéré et au sud, un climat plus aride, malgré tout, dans un contexte de réchauffement climatique, je dirais les risques, les aléas auxquels les deux rives sont exposées sont les mêmes, et avec, bien évidemment, un certain nombre de lieux fortement exposés, qui sont les lieux, je dirais, à fort patrimoine culturel, tout autour de la Méditerranée, et aussi dans les deltas de certains grands fleuves. Alors, je vous ai parlé beaucoup de température, d'eau, de sécheresse, de canicule, mais il y a aussi l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça, c'est en fonction du temps, eh bien, l'augmentation, le niveau de la mer qui augmente
et donc avec, suivant les projections, eh bien, d'ici un siècle, une augmentation entre typiquement 20 cm et un petit peu plus d'1 mètre, avec, sans écarter, des effets un petit peu qui s'emballeraient et qui pourraient amener ici, même de façon extrêmement, comment dire, improbable, mais pas forcément complètement écartable, des situations qui amèneraient le niveau de la mer à s'élever de plusieurs mètres. Alors ça, c'est à l'échéance de 100 ans, mais il faut imaginer qu'à des échéances de 200, 300 ou 400 ans, alors ça peut paraître loin, mais il est maintenant inéluctable que le niveau de la mer va augmenter de plusieurs mètres. Alors ça, c'est pour montrer les impacts que ça peut avoir, par exemple ici, sur la région du delta du Nil. Donc nous avons ici les conditions donc actuelles, avec comment dire, en code de rouge la densité de population, hein, donc en fait l'exposition. Et puis ça, c'est l'incrément en fonction du scénario. Donc là, c'est en 2100 dans le scénario le moins émissif, jusqu'en 2100 dans le scénario le plus émissif. Donc ici, on a une élévation de 43 cm ici d'1,7 mètre. Et vous voyez ici les régions exposées qui s'étendent, en particulier ici dans cette région-là et dans cette région-là, et avec les lieux d'habitation, donc la population qui continue de croître. Si on regarde sur la rive nord, cette fois-ci, nous avons, je dirais, un petit peu un lieu emblématique du risque associé au niveau de la mer, c'est Venise, qui est à la fois, bien évidemment, un lieu de patrimoine culturel extrêmement fort, mais aussi une région où la question du niveau de la mer est pensée depuis déjà de nombreuses années, avec des solutions d'adaptation qui sont mises en œuvre, en particulier donc, des systèmes un petit peu d'écluses qui peuvent permettre d'éviter l'inondation de la ville. Donc, ce que je montre ici pour le cas de Venise, c'est une évolution en fonction du temps. Donc, ça, c'est le seuil des 50 cm d'élévation de la mer qui serait atteint, on va dire, en suivant le scénario entre 2080 et puis 2100, jusqu'à, vous voyez ici, un scénario à 1,20 m qui serait plutôt attendu au milieu du siècle prochain. Et avec comme conséquence derrière la durée où le lagon serait complètement, je dirais, isolé du reste de la mer. Et donc, on voit que dans les scénarios les plus catastrophiques, eh bien, c'est quasiment une année complète où les écluses devraient être relevées pour protéger la cité. Alors ça, justement, hein, la ville de Venise, c'est très, très tôt posé les questions d'adaptation. Et donc ici, ce que je fais, c'est que juste j'illustre les différents scénarios possibles qui peuvent être projetables en dehors, hein, bien sûr, de la ville de Venise, avec des solutions ici, qui est l'absence de réponse, la protection par des systèmes de type digue, par exemple la mise sur pilotis des habitations, etc. Donc, tout un nombre de scénarios d'adaptation. Et vous voyez ici, en rouge et vert, vous avez des indicateurs, alors, qui peuvent être verts, hein, sur l'efficacité, le coût, l'impact sur les écosystèmes. Et vous voyez que le message un petit peu négatif, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas de solution avec que des points verts, mais il y a quand même des solutions qui en amènent beaucoup. Et donc, il y a de toute façon maintenant, dès maintenant, à se poser la question de comment on va adapter nos régions côtières et protéger les régions côtières et à la fois les habitations, le patrimoine culturel sur l'ensemble des côtes méditerranéennes. Voilà, pour quasiment conclure, la question du changement climatique, ce n'est pas qu'un problème de driver climatique, ce n'est pas qu'un problème d'impact, c'est tous les objectifs de développement durable qui sont associés. Ici, j'y montre pour illustration donc, les indicateurs de développement durable sur les deux rives de la Méditerranée. Donc, en bleu, c'est au nord et en jaune, c'est au sud. Et on voit que donc, si globalement, il y a certains secteurs qui ont une tendance plutôt positive à la soutenabilité, en particulier, par exemple, sur la transition vers des énergies un petit peu plus vertes. Et on voit d'ailleurs que la question même des émissions, donc des émissions par habitant liées à l'énergie, eh bien, on voit que la rive sud de la Méditerranée fait mieux que la rive nord. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, il y a des opportunités ici de renforcer, d'améliorer ces indicateurs.
il y a de la place pour des futurs développements, des solutions, des transformations systémiques qui peut donc, comment dire, contenir donc plusieurs indicateurs de développement durable. Mais d'un autre côté, certains indicateurs ont clairement sont des indicateurs où il y a une fragilité plus forte, que ce soit sur les conflits sociaux, sur le manque régional de gouvernance ou la question de la mobilisation à la fois des capacités d'action et des contraintes financières pour agir. Voilà, donc c'est ma conclusion un petit peu, c'est-à-dire que dans la région Méditerranée, nous avons bien sûr des drivers qui sont climatiques, que ce soit température, précipitation, au niveau de la mer principalement, mais aussi des drivers qui ne le sont pas, comme la pollution de l'air et de l'eau, l'urbanisation, la dégradation des sols, la surpêche, etc., l'activité touristique. Eh bien, tout ça, ça a amené la Méditerranée à être un petit peu une région assez comment dire, qui concentre un petit peu tous les risques climatiques possibles. Donc, avec d'une part une région qui se réchauffe 20% plus rapidement que le reste du globe, avec des enjeux derrière à la fois de santé et de sécurité par rapport aux vagues de chaleur, par rapport aux sécheresses, par rapport aux précipitations extrêmes. Bien évidemment, la question des ressources en eau, parce que même si si les précipitations extrêmes peuvent, au moins sur la rive nord, comment dire, être augmentées en intensité et en fréquence, et bien, globalement, sur l'ensemble des deux rives de la Méditerranée, et bien, les ressources sont amenées à diminuer du fait de la diminution, tout simplement, des précipitations moyennes dans l'avenir. Nous avons bien sûr la question donc, des écosystèmes, avec une grande, avec de la surpêche, avec l'impact de l'acidification, l'impact de la comment dire, de la tropicalisation, qui fait que les écosystèmes à la fois marins et terrestres sont en danger dans la région. Alors, ah oui, excusez-moi, comme j'ai quelque chose qui bloque ma vue, je ne savais pas ce que je sais. Donc, les écosystèmes sont là. Voilà. Oui, là, c'était pour la nourriture, excusez-moi. Donc, les écosystèmes, j'en ai déjà un petit peu parlé. Et puis, donc, le niveau de la mer, voilà, qui pourrait donc excéder 1 mètre, avec derrière une mise en danger d'une très grande fraction de la population de la région, mais et je dirais de façon plus générale à la fois de la société et du patrimoine culturel sous-jacent. Voilà, donc pour conclure, donc il y a qu'est-ce qu'on peut donc apprendre de ces rapports d'évaluation. Eh bien, c'est que surtout les risques qui se posent à la Méditerranée amènent vraiment des besoins d'action, et donc, des besoins d'action en termes d'atténuation du réchauffement climatique, donc en décarbonant, on va dire, l'ensemble de l'activité de la société, mais aussi des actions d'adaptation qui sont nécessaires en lien avec les risques que je vous ai évoqués. Alors, les questions d'atténuation, c'est essayer d'éviter des changements drastiques du cycle hydrologique et du réchauffement, bien évidemment. Donc, en restant, je dirais, à un niveau raisonnable de réchauffement climatique global, donc vraiment en mettant la feuille de route du 1,5 et 2 degrés au cœur de l'ensemble des politiques publiques. Et puis, les questions d'adaptation pour améliorer la résilience, en particulier dans les zones urbaines, aux canicules, prévenir les risques de pénurie d'eau, éviter bien évidemment les pertes agricoles, les réductions comment dire, des rendements. Et puis, en lien avec le niveau de la mer, essayer de réduire les risques d'érosion, les inondations côtières, et puis avoir une activité qui préserve davantage les écosystèmes, qu'ils soient marins ou terrestres. Alors maintenant, pour finir, et surtout pour passer le relais à mon collègue, je voulais juste revenir déjà au moins sur 2 points qui sont soulignés dans le dernier rapport du GIEC, que je vais citer peut-être
c'est partager et coproduire du savoir peut soutenir l'adaptation au changement climatique et donc améliorer bien évidemment la durabilité, le développement durable de la région méditerranéenne. Et l'autre élément que je voulais citer, c'est donc les politiques coopératives à travers, donc entre différents secteurs, impliquant différents groupes et en considérant les différences à la fois régionales et sectorielles, peut amener à là aussi à un usage plus raisonnable des ressources dans la région. Et donc, pour conclure, c'est du coup, quelles sont les actions que les universités peuvent prendre? Moi, je vais juste repartir sur ces citations. Hein. C'est que, bien évidemment, les institutions de recherche et d'enseignement supérieur donc sont les lieux d'abord de la formation multidisciplinaire et donc qui sont nécessaires pour agir de façon systémique. Et les questions de changement climatique, de transition énergétique, transition alimentaire, tout ça nécessite ce type de formation. C'est le lieu, bien évidemment, de la coproduction et du partage du savoir. Et donc, c'est un pilier très fort des solutions pour l'adaptation et l'atténuation. Et bien évidemment, c'est aussi le lieu où se fait l'innovation, où des solutions sont démontrées avant d'être déployées. Et bien évidemment, si la coopération se fait quelque part, eh bien c'est clairement la coopération scientifique qui est souvent une forme je dirais, de diplomatie cachée. Et donc, il est très, très important que les universités se structurent en réseau et agissent de concert pour essayer de promouvoir donc des solutions dans les différents secteurs impactés par le changement climatique dans la région. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Il y a quelques questions. Je vais les présenter dans leur ensemble pour que tu puisses y répondre. Et puis après, on passera à l'intervenant suivant. Je vais les lire. La première, c'est: en vue d'établir des stratégies d'adaptation localisées, il faudrait des scénarios MEDEC par pays ou tout au moins par sous-région. Qu'en est-il? C'est la première question. La deuxième, c'est pour la mitigation, donc l'atténuation, d'autres facteurs inhérents au développement industriel, notamment la mise en place de stratégies nationales bas carbone, doivent être cités. Les changements hydrologiques participent aux émissions, mais au même degré. Et la dernière question, le dernier point, c'est: quel est le premier indicateur des différents scénarios? Est-ce que ce sont les gaz à effet de serre et notamment le CO2, ou il y a aujourd'hui d'autres indicateurs, et donc sur quel indicateur il faut agir en premier? Alors, sur la première question concernant le MEDEC, moi, je prends vraiment cette question au bon et je vais surtout la relayer auprès du conseil scientifique, puisque donc, moi, je participe, puisque je coordonne d'ailleurs un des rapports spéciaux sur le nexus climat ou énergie en Méditerranée là, du MEDEC. Donc, je vais faire remonter parce que clairement, on doit nous aussi apprendre de notre grand frère, qui est le GIEC. Forcément, beaucoup d'entre nous sont aussi participants au GIEC. Et c'est vrai que cet atlas interactif, il est probablement je dirais, à reproduire à une échelle à une granularité spatiale beaucoup plus fine. Et je pense que le MEDEC a une action forte à prendre là-dessus pour pouvoir fournir des indicateurs, effectivement, au niveau des sous-régions. L'information existe, ça c'est une évidence. La question de la mise à disposition est peut-être à améliorer. Donc ça, faute de pouvoir répondre, je vais en tout cas, de pouvoir donner l'information, si ce n'est bien évidemment de lire. Il y a une grosse partie, bien sûr, qui existe dans la littérature, mais je ferai remonter ça au MEDEC, comme quoi il est possible qu'il faut qu'on élabore aussi un atlas un petit peu plus fin. Alors, attends, je passe parce que je n'ai pas bien compris la deuxième, en fait. La deuxième question, c'est les autres facteurs d'atténuation inhérents au développement industriel, notamment la mise en place de stratégies nationales bas carbone, devraient être citées. Alors, je ne sais pas si elles devraient être citées. Est-ce que je ne les ai pas citées et il faudrait les citer, ou puisque là je fais qu'un rapport, je me suis contenté de faire plutôt une synthèse des rapports d'évaluation, mais il est certain que l'ensemble des pays doivent se doter d'une stratégie nationale bas carbone. Mais au-delà de ça, et c'est quelque chose dans lequel je milite entre guillemets en France, une stratégie nationale bas carbone, c'est essentiel. Et je pense que la plupart des États en ont une, alors peut-être à des degrés de sophistication variés. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a une stratégie nationale bas carbone, tout le travail reste à faire.
Pour la simple et bonne raison, c'est que justement, dans nos transitions, qu'elles soient énergétiques, alimentaires, agricoles, etc., la dimension territoriale, et ici, lorsque je parle d'un territoire, c'est l'échelle de la commune, c'est l'échelle d'un département, c'est l'échelle d'une région, eh bien, deviennent des acteurs extrêmement forts de ces transitions. Et donc, l'enjeu, c'est à la fois d'avoir une stratégie nationale, mais d'être capable de mettre en œuvre des outils pour pouvoir faire en sorte que l'action territoriale puisse être cohérente avec la stratégie nationale. Et ça, ces outils sont souvent manquants. Donc voilà, en Merci. espérant avoir répondu à cette Merci. deuxième question. La dernière, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais on prend juste la dernière, qui est quel est le premier indicateur à utiliser? Est-ce que c'est les gaz à effet de serre, notamment le CO2, ou est-ce qu'il y a d'autres indicateurs sur lesquels on peut agir? Alors, le CO2, il est. Alors, d'abord, le CO2, non, il y a les gaz à effet de serre. Et le CO2, c'en est un, mais il n'y a pas que celui-là. Le CO2 est un gaz à effet de serre à longue durée de vie, donc de 100, 200 ans. Donc, il est fondamental et il est même vital de le réduire. Donc, le CO2, je veux dire, sans ça, on ne parle de rien. C'est-à-dire que notre problème vient d'abord des gaz à effet de serre. Pour un réchauffement climatique observé de 1,1 degré, en fait, le réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre, c'est 1,5 degré. Et ces 1,5 degrés sont compensés à hauteur de 0,4 degré par la pollution, les particules qui réfléchissent la lumière. Donc, il faut savoir qu'il faut agir absolument, c'est un indicateur essentiel. Maintenant, dans les gaz à effet de serre, il y en a d'autres, en particulier le méthane. Et dans les dernières discussions, les dernières COP, beaucoup d'efforts, de focus a été mis sur le méthane. Pourquoi? Parce que c'est un gaz à effet de serre à courte durée de vie. Là, on est plutôt sur 10-20 ans. Et par conséquent, notre capacité à réduire de façon très significative nos émissions de méthane, et en particulier, ce n'est pas ce qui est le plus difficile et peu coûteux, puisque c'est essentiellement des fuites industrielles. Enfin, on sait d'où ça vient. Eh bien, ça permettrait en tout cas de pouvoir atténuer l'augmentation du niveau de la température très vite, sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que l'effort à faire sur le CO2. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas que ça comme indicateur. Après, il y a les indicateurs d'impact, donc l'eau, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le CO2 doit alimenter toute notre stratégie en termes d'action. Voilà. Merci Philippe. Et maintenant, je pense qu'on va passer à l'action. On a terminé avec le mot action. On va passer à l'action avec Moustapha Bennouna, qui est conseiller du président de l'Université euroméditerranéenne de Fès, qui a été professeur à l'école Mahamadia, qui a été doyen de la faculté des sciences et techniques de Tanger, qui a été directeur de l'École nationale des sciences appliquées de Tanger, qui a été président de l'Université Abdelmalek et Saadi de Tanger-Tétouan. Et j'ai peut-être oublié d'autres choses. Vous m'en excuserez, docteur Bennouna. Et nous allons réaliser un échange, un dialogue. Je poserai des questions à Moustapha Bennouna, il va répondre. Et c'est notre grand témoin du jour. Donc, ma première question, c'est une question pour connaître un peu le contexte, c'est-à-dire quel est votre rôle au sein de l'Université Euromède de Fès? De quelle manière agissez-vous en faveur du climat et de l'environnement dans votre université? Très heureux de participer avec vous à ce webinaire. Deux mots sur le contexte national. Ça a été dit par mon collègue. Le Maroc est dans une zone justement climate hotspot. Il y a beaucoup de tendances à la fois au réchauffement, une augmentation de 0 degré par décennie, et qui surpasse la moyenne mondiale, et des précipitations à la baisse. Mais le Maroc représente seulement 0,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En ce qui concerne le contexte de l'université, l'Université Euromède de Fès est une institution, c'est une fondation d'utilité publique à but non lucratif qui a été labellisée par l'Union pour la Méditerranée. Elle est sous la présidence d'honneur de Sa Majesté le Roi. Le but, c'est de créer une plateforme de dialogue interculturel, d'échange et de coopération justement entre les deux rives de la Méditerranée, avec un prolongement vers l'Afrique subsaharienne. Le projet stratégique de l'université donne une importance primordiale au développement durable. Et justement, une association des alumni est en cours de création et rejoindrait, je l'espère, votre association. Mon rôle maintenant, c'est un petit peu apporter un retour d'expérience de ce que j'avais fait auparavant en tant que conseiller, en tant que médiateur,
au niveau de l'université en tant que coach pour apporter des idées nouvelles sur le plan de l'éthique, sur le plan de la responsabilité sociétale, et de faire travailler des jeunes, des enseignants, des étudiants de différentes disciplines, parce que le thème est un thème transversal, afin justement de mettre en œuvre les valeurs de l'université, qui sont des valeurs d'ouverture sur le monde, d'inclusion, de modération, de tolérance, de partage, etc., et justement de lutte contre le changement climatique. Et pour tout cela, eh bien, j'essaie de faire des efforts en tant que citoyen qui s'intéresse justement au changement climatique et puis qui a envie que mes enfants, que mes petits-enfants vivent dans un monde meilleur que celui qui est préparé quand on écoute l'exposé du professeur Dolbinski. Ça fait peur. Voilà. Merci, et on en vient à un aspect un peu personnel. Quel était le déclencheur, vous nous en avez un peu parlé, le déclencheur pour vous lancer dans cette action climatique et environnementale, à la fois au sein de votre université, mais ça remonte à bien avant. Et je pense que c'est intéressant pour les participants de comprendre un peu ce qui a fait que vous êtes allé au-delà de ce qu'on peut faire au quotidien. Ben, le déclencheur vient de l'enfance, vient de mon éducation dans une famille de 8 enfants où on est très attaché à l'économie de l'eau, à l'économie d'électricité, au fait d'éviter tout gaspillage. Et donc, par conséquent, ça, c'est d'abord une éducation de responsabilisation. La deuxième chose, c'est l'observation. Depuis que je suis enfant, moi je suis de Marrakech et du Sud, et par conséquent, je constate ces effets depuis mon enfance de rivières sèches, de dérèglement des saisons, un printemps anticipatif et court. Ça fait une semaine, j'étais à Loukaïmeden, donc on peut pratiquement pas skier. Il y a une neige, mais elle est vraiment pas une neige de ski. Et donc, par conséquent, ce manque d'eau, ce climat continental a beaucoup d'effets que je constate. Les migrations, par exemple, vers les villes. Je travaille maintenant à Fès, l'assèchement des lacs, on le voit. Daïtaoua, tous les lacs à côté de Fès, à côté d'Ifrane, à côté d'Imouzer, sont malheureusement desséchés. Et donc, par conséquent, tout cela éveille les consciences, et la mienne en particulier. Le manque d'eau, le Maroc pratiquement à 500 mètres cubes par habitant par an, c'est une norme 3 fois plus faible que la norme OMS. La migration des subsahariens, on les voit maintenant avec nous. Et donc, par conséquent, pour moi, c'est aussi une migration climatique. Donc, tout ça fait que je suis amené à m'intéresser à cet aspect et essayer, en tant que responsable, en tant qu'éco-citoyen, de donner un coup de main pour essayer de résoudre les problèmes, ne pas rester en tant qu'observateur, faire du bénévolat, participer au débat, sensibiliser autour de moi et faire plus, c'est-à-dire contribuer à ce monde meilleur auquel je suis attaché. Et participer à ce webinaire aujourd'hui, merci pour témoigner, malgré votre emploi du temps. Une autre question, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? À quel point vous avez avancé au sein de l'organisation où vous êtes? Comment avez-vous travaillé avec les équipes responsables du développement durable au sein de l'organisation? Quelles sont les transformations que vous avez lancées et les impacts concrets que vous pouvez percevoir déjà? C'est une très, très bonne question. Écoutez, d'abord, au niveau de l'université, dès sa création, comme je vous ai dit, le thème du développement durable est un thème porteur à l'Union pour la Méditerranée et donc, par conséquent, un thème porteur au sein de l'université. Et la première formation que nous avons montée, c'est une formation sur le développement durable au niveau master et une formation sur le génie de l'eau
au niveau master aussi. Et par la suite, il y a eu plusieurs formations et beaucoup de travaux de recherche. Mais tout ça, c'est sous le leadership du président de l'université. Et l'objectif était d'aller vers un écocampus responsable qui s'inscrit justement à la fois, vous avez parlé tout à l'heure des plans stratégiques des pays, dans le plan climat national du Maroc, et qui s'inscrit dans le nouveau modèle de développement du Maroc. Et donc, en ce qui concerne l'écocampus, le travail qui a été fait avec les concepteurs, les architectes, les bureaux d'études et tout ça, a été fait de manière à respecter les critères écologiques. Exemple, minimiser la consommation d'énergie, intégrer les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, suivre justement tout le gain qu'on peut faire avec l'énergie solaire en temps réel, essayer d'avoir le maximum de lumière naturelle, utiliser des matériaux d'isolation thermique et phonique, récupérer les eaux pluviales, les eaux usées aussi, faire un accès aux personnes à mobilité réduite, démultiplier les espaces verts et sur le plan du transport, utiliser le covoiturage, les véhicules électriques au sein de l'université. On a aussi des chargeurs, des possibilités pour charger les batteries électriques de manière gratuite et surtout faire beaucoup d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. Vous pouvez, par exemple, constater tout ceci si vous regardez notre site web uoromed.org. Vous allez voir que nous avons des chartes et des politiques qui ont été développées, qui sont partagées, telles que la politique sociale de l'université, les achats responsables, le numérique responsable, l'égalité femmes-hommes. Je travaille dans un consortium avec d'autres amis des universités méditerranéennes et africaines et européennes aussi. Et par conséquent, on apprend beaucoup de choses. Et vous savez que la femme, malheureusement, c'est elle qui subit le plus au niveau du changement climatique. Il suffit de regarder ce qui se passe dans nos villages et dans nos zones rurales. Et justement, l'université fait un travail extraordinaire dans ce sens, puisqu'elle essaie d'amener les jeunes filles qui viennent d'avoir leur baccalauréat, elle les prend en charge complètement au niveau bourse pour qu'elles échappent à leur région et qu'elles apprennent justement la science. Et nous avons aussi une chaire qui s'appelle Femmes et Sciences qui a été développée avec l'ICESCO, qui fait un travail remarquable au niveau des jeunes filles et au niveau aussi des femmes pour leur faciliter l'apprentissage des sciences et l'intelligence artificielle aussi. Donc, tout ceci. Alors, nous avons aussi fait beaucoup de travail avec les étudiants et ce sont les étudiants maintenant qui nous étonnent puisqu'ils vont sur le terrain et dans les écoles primaires, dans les lycées, pour essayer justement d'expliquer, de sensibiliser les plus jeunes justement au changement climatique. Il y a des hackathons, bien sûr, qui sont organisés à la fois au niveau de l'université et avec aussi d'autres universités en réseau au niveau de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Dernièrement, justement, il y a un webinaire et un hackathon qui a réuni plus de 5 pays avec lesquels nous sommes partenaires au niveau universitaire. Et puis, il y a les échanges des étudiants sur des sujets aussi qui touchent au développement durable en général, le changement climatique. Si vous regardez aussi notre site web, vous allez voir que chaque année, nous développons un rapport par ODD, et en particulier l'ODD 13 sur le changement climatique. Et nous participons à des grands rendez-vous tels que la COP27, la COP22 qui était au Maroc, etc. Eh bien, tout ceci a amené des résultats encourageants, des résultats dont nous sommes fiers. D'abord, le label de l'Union pour la Méditerranée, le label de la COP22, le label AUF Innovation Responsable pour les années 2021 jusqu'à 2024. Et dernièrement, c'est-à-dire au mois d'octobre dernier, nous avons réussi à être lauréat du prix du campus responsable pour l'année 2023 et nous étions finalistes aussi pour Green World. Tout ceci est une très bonne chose pour l'université, pour son rayonnement, pour son positionnement.
Et aussi, nous participons chaque année au classement international très connu pour les objectifs de développement durable, THE Impact Ranking. Notre résultat l'an dernier était très encourageant et nous attendons justement au mois d'avril les résultats de cette année. Alors, l'impact est impressionnant. Quels ont été les facteurs de réussite? Comment vous avez pu amener l'ensemble des participants, les étudiants, le corps professoral, administratif? Quelles ont été les clés de ce succès et comment vous l'avez vécu? C'est-à-dire comment personnellement vous avez identifié les alliances, les difficultés? Quelles sont ces clés à la fois du succès collectif et de votre action personnelle? Alors, bien sûr, mon action que je fais ici est une petite action comparée à tout ce qui se fait au niveau de l'université, parce qu'il y a les actions des étudiants qui ont été sensibilisés au début, il y a les actions des professeurs, il y a les actions de l'administration et du leadership de l'administration au niveau gouvernance. Mais ce que je peux dire, c'est que notre stratégie a été développée à deux niveaux, à divers niveaux. D'abord, il y a une gestion qui est une gestion collégiale et participative. C'est très important de pouvoir collecter les données chez tout le monde et pouvoir les exploiter, les interpréter. Il y a aussi le fait que nous essayons de développer et de renforcer le sentiment d'appartenance et le sentiment de responsabilité, c'est-à-dire commencer par soi-même. Encourager des gestes simples comme ramasser les déchets, économiser l'eau et l'électricité, participer au covoiturage, participer au débat comme celui-ci et être membre d'un espace d'échange et de dialogue puisque notre université est une plateforme d'échange et de dialogue. Le deuxième niveau, c'est le renforcement des capacités. Nous savons que on vient de le voir dans l'exposé de mon collègue, qu'on ne peut pas se limiter à des actions de sensibilisation. Il faut passer à la formation, il faut passer à la spécialisation. Donc, nous avons beaucoup de projets dans lesquels nos étudiants, nos enseignants ont pu renforcer leurs capacités au sein de projets type européen Erasmus, au sein de projets financés par le CNRST, l'équivalent du CNRS en France, et avec l'AUF et avec d'autres partenaires, en particulier l'Union européenne, la BEI, etc. Et donc l'UPM. Et tout ceci nous a permis de travailler en équipe multicompétences et de proposer des solutions innovantes au sein de l'université et au sein de ces projets. Et ça nous a encouragé justement à soumissionner à des labels, à des concours, à des classements, et puis aussi de rédiger un certain nombre d'articles scientifiques et de publications que vous pouvez d'ailleurs consulter sur notre site. Nous pensons que c'est très important de travailler justement en équipe multicompétences. Nous avons une richesse au sein de l'université, nous avons un pôle santé, un pôle sciences humaines et sociales, nous avons un pôle ingénierie et architecture, et donc nous mettons justement ensemble dans notre stratégie ces différentes personnes qui travaillent dans ces différents domaines pour arriver justement à cela. Mais nous avons aussi une originalité, c'est que nos étudiants ont ce qu'on appelle des modules transversaux obligatoires et communs. C'est un petit peu leur dénominateur commun et c'est ce qui les réunit au niveau de leur formation. Par exemple, entre quelqu'un qui fait pharmacie, quelqu'un qui fait une école d'ingénieur et quelqu'un qui fait une école d'architecture, eh bien, ils passent par des modules transversaux, dont en particulier un module sur la responsabilité sociétale et un module sur le développement durable. Et bien sûr, nous avons, comme je l'ai dit tout à fait au début, des filières spécialisées. Et donc, par conséquent, tout le monde est sensibilisé et formé à un certain niveau. Au niveau de la recherche, nous avons des équipes très dynamiques au niveau des énergies renouvelables, des problèmes de dessalement, de l'agriculture responsable, de l'introduction
des techniques modernes telles que l'intelligence artificielle dans le domaine agricole, etc. Et puis, nous avons surtout développé des partenariats locaux. Nous sommes une université fortement intégrée dans sa région. Et au niveau national, nous avons aussi des partenariats importants, ainsi qu'au niveau international. Vous m'avez demandé quelles Merci. difficultés nous Voilà, avons quelques rencontrées. difficultés que vous avez rencontrées, oui. Et Oui, comment vous les avez surmontées? Parce qu'on voit voilà. qu'il y a eu beaucoup de progrès. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées, il y a une qui est évidente, c'est la résistance au changement. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de résilience aussi. Deuxième chose, ce n'est pas évident de faire travailler des gens de différents horizons. Et donc, c'est très important que les gens travaillent sur des projets multidisciplinaires et ne pas rester sur des projets verticaux. Mais la difficulté, c'est justement avoir le spécialiste dans l'économie de l'environnement, le spécialiste dans le droit de l'environnement et aussi le spécialiste dans la chimie de l'environnement ou de la biologie. Et donc, par conséquent, c'est très passionnant. C'est un peu difficile, mais on peut y arriver. Troisième difficulté, c'est trouver des financements. Et je pense que la crise climatique, c'est aussi une opportunité. Et ce que nous voulons, justement, et la difficulté que nous voulons surpasser, c'est comment créer des emplois. Et nous avons justement un incubateur et nous essayons de créer des startups pour justement diversifier les emplois et créer des emplois, lutter contre le chômage des diplômés dans les métiers verts et dans tout ce qui est développement durable. Et je pense que c'est l'avenir pour notre pays. C'est un discours très positif. Je voudrais revenir sur le premier point, qui est la résistance au changement, Oui. Qui est un point que nous rencontrons tous. Et c'est souvent ça qui nous empêche d'agir, parce qu'on se dit, si je pousse trop le sujet, ça va me mettre en position difficile vis-à-vis de mon management, ça va me mettre en position difficile vis-à-vis de mes collègues. Et justement, à l'Uni for the Planet, ce qu'on veut, c'est encourager le passage à l'action. Mais les questions, c'est comment justement casser cette opposition, cette difficulté à changer, cette résistance au changement. Est-ce que vous auriez des conseils ou des retours d'expérience très concrets qui pourraient nous intéresser et nous inspirer? Le conseil, c'est toujours par l'exemple, c'est-à-dire travailler avec peu de monde au début, arriver à des résultats et montrer l'exemple. On a des étudiants, par exemple, qui vont d'eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur club qui développent des objectifs tels que aller dans le rural, essayer de travailler pour creuser un puits ou amener un panneau solaire pour l'extraction de l'eau. Nous avons des étudiants tout simplement qui vont, avec des jeunes lycéens, nettoyer une plage, etc. Et donc, par conséquent, nous essayons de communiquer autour de ces actions parfois simples, mais aussi, nous avons des étudiants qui réussissent dans des prix, dans des concours en architecture raisonnée, en génie civil responsable, etc. Et nous mettons en exergue ces résultats ainsi que les travaux des chercheurs dans ce domaine. Je pense que la meilleure chose, c'est de donner l'exemple et de montrer que si tel a réussi, eh bien, pourquoi pas vous? Et comme je l'ai dit au début, c'est de montrer que nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes tous responsables et que par conséquent, notre leitmotiv, c'est agir et ne pas rester en train de regarder un observateur. Vous avez eu des responsabilités. Oui. Vous avez été aussi professeur pendant un certain temps à l'école Mahamadiyya. Je pense que votre engagement, vous entend sur le climat et l'environnement, il date de longtemps. Oui. Quand vous étiez avec moins de possibilités d'agir sur la direction, soit en poste de doyen, soit en poste de conseiller du président, mais que vous étiez professeur à Mahamadiyya, Oui. comment faisiez-vous pour faire bouger les choses? Vous savez, ce qui est intéressant dans les écoles d'ingénieurs, c'est que, bon, d'abord, contrairement à une faculté, nous n'avons pas la masse. Et donc, par conséquent, nous sommes toujours devant 30, 40, 50 étudiants au grand maximum.
Et donc, nous avons aussi des cours pratiques. Nous travaillons sur des projets, nous travaillons sur des stages. Et par conséquent, rapidement, vous travaillez avec des binômes, avec des quadrinômes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a un travail de proximité. Deuxièmement, on essaie d'innover sur le plan pédagogique, c'est-à-dire ne plus rester en train de faire un cours et de dire que le prof connaît tout. On essaie de partager avec l'étudiant et de lui montrer qu'il est une partie de la solution. Et pour être partie de la solution, il faut qu'au début, qu'il soit une partie du problème. Donc, il partage avec nous le problème qui est posé, il essaie de réfléchir et on ne lui dit jamais que la solution a été apportée par le prof ou par tel chercheur. On essaie de l'impliquer. Et je pense que cette méthode innovative de gestion de projet, cette méthode de pédagogie nouvelle, cette méthode justement de responsabiliser l'étudiant dès le départ, qu'il n'est pas là tout simplement pour recevoir, mais il est là pour recevoir et donner et surtout partager. Je pense que le Covid nous a appris maintenant beaucoup de choses, hein. On est tous passés par l'expérience du Covid et ce que j'espère, c'est qu'on n'oublie pas les leçons apprises. Je vais vous poser 2 dernières questions Oui. et après on ouvrira le débat parce que je pense que c'est important. Je précise aux participants qu'on a mis sur le site un petit sondage et c'est un sondage qui n'est pas simplement d'évaluer le webinaire, c'est un sondage interactif. On vous demande d'être proactif et on vous demande de répondre à des questions qui vont nous permettre d'évaluer votre envie de passer à l'action. Et ce sondage est très important. Les questions sont simples, mais elles ont été élaborées avec des gens spécialisés dans le passage à l'action, puisque justement, on parle de résistance au changement et de résistance au passage à l'action. Et donc, c'est très utile pour nous d'avoir vos réponses. S'il vous plaît, répondez. Et à la fin, si on a un nombre suffisamment de réponses, on le présentera, le résultat du sondage. Je voudrais vous poser 2 questions. Comment avez-vous réussi à faire bouger le management des universités? Parce que les élèves, on a bien compris comment vous faisiez, mais les programmes, ils sont définis par la direction ou par le ministère. Comment vous avez fait bouger les choses? Et ça, c'est un sujet très important parce que les élèves peuvent être extrêmement motivés, mais si l'environnement n'est pas porteur, c'est difficile. Mais vous avez réussi à faire bouger l'environnement, la structure, on va dire. Comment avez-vous fait? Chez nous, le programme n'est pas fixé par le ministère. Nous proposons des filières avec des modules obligatoires et avec des modules, je dirais, transversaux. Et parmi les modules transversaux, comme j'ai dit, nous avons 7 piliers qui sont pour tous les étudiants, dans lesquels on va trouver les technologies de l'information, de la communication, le développement durable, la responsabilité sociétale, la civilisation et l'histoire. Et donc, par conséquent, nous estimons que nos étudiants ne sont pas là pour apprendre tout simplement l'électronique ou l'informatique ou la médecine, mais ils sont là pour être des citoyens responsables et par conséquent, ils doivent s'intéresser aux choses de la vie et en particulier tout ce qui nous touche. Et dans ces thèmes transversaux, justement, ils vont se mettre à plusieurs de différentes disciplines et ils vont travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. Au niveau du management, honnêtement, nous avons beaucoup de facilités. Comme je vous ai dit, nous sommes une fondation d'utilité publique et comme son nom l'indique, on est là pour l'utilité publique, on n'est pas là pour faire du gain, mais pour essayer justement d'accompagner les étudiants, les jeunes, vers justement des formations innovantes et vers des formations qui responsabilisantes. Et puis surtout, le fait de développer ce sentiment d'appartenance, pas seulement à l'université, mais à sa nation, à son avenir, à son futur, et de dire que nous partageons les mêmes risques et par conséquent, nous devons trouver des solutions ensemble. Et il y a pas mal de choses qui sont remontées justement grâce à cette démarche. Nous avons des étudiants qui ont créé des startups dans ce domaine-là. Nous avons des gens qui travaillent sur des véhicules justement électriques. Il y a quelque chose qui est très important, je ne sais pas, ça n'a pas été dit par mon collègue, c'est
un thème qui est important pour nous, Africains, c'est comment lutter justement contre cette injustice climatique, le fait que nous participons avec très peu de gaz à effet de serre et nous recevons malheureusement beaucoup de méfaits. L'impact du changement climatique est inégal et donc par conséquent, je pense qu'il y a une dette des pays du Nord vers les pays du Sud et qu'il faut absolument, jusqu'à présent on parle de financement, etc. J'ai dit que ça c'est une difficulté que nous rencontrons, mais à l'échelle justement de tous les pays du Sud, il faut absolument qu'on fasse un travail collectif et nous essayons de réfléchir, nous essayons d'organiser des débats avec nos étudiants, avec nos professeurs et aussi avec nos chercheurs africains qui sont chez nous. Pratiquement plus de 25% des doctorants de l'université viennent de l'Afrique subsaharienne, qu'elle soit d'ailleurs anglophone ou francophone. Et donc, un des thèmes, c'est justement comment lutter contre cette injustice et comment essayer justement que le Nord contribue au financement de cet impact sur les pays du Sud. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette migration du Sud vers le Nord est une migration aussi qui est climatique. Voilà, on peut citer d'autres thèmes. Nous faisons beaucoup de débats. Nous participons aussi avec des organismes tels que Festival Planète. Nous faisons des séminaires avec l'Union européenne, avec la Banque mondiale, et nous travaillons sur le terrain. Et je pense que c'est un petit peu notre contribution modeste peut-être, mais pour nous importante aux objectifs de développement durable 2030 pour le Maroc. Merci beaucoup. La dernière question, c'est un petit peu, pas le mot de la fin, puisqu'après on va avoir un débat avec la salle, mais quels sont pour vous les grands enseignements de cette démarche et quelles sont les initiatives, je dirais bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, qui vous ont marqué et qui vous semblent intéressantes de citer aux participants? Je pense que le premier renseignement, c'est justement comment lutter contre la résistance au changement. Et je pense que chaque fois qu'on a une petite réussite, eh bien, pour nous, c'est un indicateur très encourageant. La deuxième chose, c'est il n'y a pas il ne faut pas s'attendre justement à ce qu'on soit tous pessimistes. Il faut lutter contre ce pessimisme. Quand on voit les jeunes, quand on voit les petits-enfants et tout ça, on ne va pas quand même leur donner ou leur parler d'un avenir qui est complètement noir. Il faut absolument qu'on ait c'est ça en fait le principal enseignement. Il faut contribuer justement à un monde meilleur. Il faut être responsable. Il faut militer, lutter contre tous les effets du changement climatique. Même des résultats les plus modestes sont importants. Sans être spécialiste, mais si vous pouvez chacun, chez nous, nous avons, si vous voulez, un verset du Coran qui dit que Dieu ne peut changer la situation d'un peuple ou d'une région ou des hommes que s'ils changent eux-mêmes. Voilà mon mot de la fin, si vous voulez. Il faut contribuer au changement et ne pas rester un spectateur. Il faut agir. Il faut qu'on soit partie du problème, mais nous devons faire aussi partie de la solution. Alors, merci, et ça tombe, je dirais, c'est la préoccupation des participants. En tout cas, moi, je lis un commentaire qui est: le danger pour la région méditerranéenne, c'est surtout l'inaction à l'urgence climatique. Donc, il y a une crainte que qu'il y ait des gens comme vous qui soient effectivement actifs, mais que malheureusement d'autres ne le soient pas assez. Et c'est justement pour ça qu'on vous remercie infiniment d'avoir témoigné, parce que je pense que ça donne de l'énergie et ça donne des clés pour agir.
Mais voyez, il y a eu un commentaire qui est le danger pour la région méditerranéenne, c'est surtout l'inaction et l'urgence climatique. Qu'est-ce que vous avez répondu, mais qu'est-ce que vous répondriez à la personne qui a fait ce commentaire? Comme je l'ai dit, il faut lutter contre le changement, contre la résistance au changement. Il faut, si on reste pessimiste à ne rien faire, c'est pas une solution. Peut-être nous que nous allons partir dans quelques années, mais et ceux qui vont venir et les petits-enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Chacun doit regarder devant soi. Moi, j'ai 4 petites filles, j'en suis fier, mais je n'ai pas envie de leur laisser un monde néfaste. Voilà, je contribue autant que je peux, et puis je discute avec elles, et je leur explique ce qu'il faut faire, comment se comporter. Et vous savez, l'UNESCO le dit, l'élément essentiel de la lutte contre le changement climatique, c'est quoi? C'est l'éducation. Je veux aussi relayer un certain nombre de remerciements. Il y a beaucoup de remerciements pour vous, Mustapha Bennouna, également pour Philippe Durbinski. Je pense que c'est important. Et il y a des commentaires sur effectivement les financements. C'est un sujet que vous avez abordé. Les financements pour aider des pays qui ne sont pas responsables du changement climatique, mais qui sont les plus affectés par le changement climatique. Le problème d'adaptation, il y a eu des commentaires sur l'adaptation. Et je pense aussi ce qu'on peut retenir il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut retenir. C'est surtout que moi, je conseille aux participants de continuer le dialogue avec vous si c'est possible, parce que c'est au quotidien que les questions se posent. C'est quand on a des questions très concrètes où là, il faut faire un acte fort pour pouvoir avancer. Parce que la résistance au changement, on la trouve parfois, on l'attend le moins. Et c'est important d'avoir des clés. C'est aussi pour ça que Alumni for the Planet s'est créé. C'est pour pouvoir créer des liens avec tous les personnes qui sont engagées sur le sujet de façon constructive depuis l'intérieur. Je pense que c'est très important ce que vous avez précisé, Mustapha Bennouna. Tout ça, ça a été construit depuis l'intérieur d'une organisation, et c'est très important parce que c'est vraiment ça que nous poussons au sein d'Alumni for the Planet. Et le partenariat et l'accord que nous avons avec l'Agence universitaire de la francophonie fera qu'on va avoir des webinaires en Afrique du Nord, mais on va en avoir aussi bientôt en Asie-Pacifique et dans d'autres régions. Et votre proposition que l'association des alumni de l'Université Euromède de Fès rejoignent Alumni for the Planet, c'est vraiment bienvenu. Et on espère que ce sera l'occasion que d'autres associations se créent et également nous rejoignent. J'ai une autre proposition pour Madame la directrice de l'AUF. Nous sortons, Katinka est là, je crois, nous sortons d'un réseau, d'un consortium EFH, Égalité Femmes-Hommes. La semaine prochaine, nous faisons justement l'anniversaire, ou disons la fin, nous réunissons pour justement présenter le rapport. Et ça serait une bonne idée, madame, de lancer un consortium universitaire sur le climat. Voilà, avec les pays méditerranéens, avec les universités méditerranéennes. En termes d'analyse de verbatim, le mot action est certainement celui qui remporte la palme ce soir, et c'est notre préoccupation. Merci Mustapha pour cette proposition sur laquelle nous pourrons bien sûr échanger. Ça me semble être une excellente idée. Et en modestie, je voudrais peut-être souligner dans ces échanges très stimulants 4 points clés qui permettraient peut-être une synthèse pour l'action, justement, en mettant en exergue la chaîne de co-responsabilité pour répondre aux défis essentiels qui sont discutés ici. Et vous l'avez très bien dit, Mustapha, c'est une responsabilité intime, individuelle en tant que grand-père, en tant que transmetteur, jusqu'à une responsabilité étatique, en passant par une responsabilité intermédiaire que peuvent constituer, que peut représenter celle d'une organisation comme l'AUF. Alors, il me semble que le premier point que l'on peut extraire, c'est d'abord le format de ce webinaire, parce que on voit bien la complémentarité des apports. Avec un expert qui pose un diagnostic, qui problématise, et puis vous qui arrivez
avec des solutions concrètes, des actions qui répondent à ces défis qui sont contextualisés et ces réponses qui se situent, comme on vient de l'évoquer, du niveau le plus simple, le plus individuel, intime, qui, en vous entendant, concerne bien notre histoire de vie, nos implications, notre responsabilité, jusqu'à des niveaux plus macro, évidemment, des États, qui sont impliqués. Donc, c'est un premier apport en termes de méthodologie qui est là dans ces échanges. Le deuxième apport, il me semble s'inscrire sur un cercle vertueux qui est lié aux enjeux de l'éducation, avec dans ce cercle vertueux peut-être 3 phases. D'abord, la co-création de connaissances, et on l'a tous partagé dans une approche pluridisciplinaire avec des équipes multicompétences, vous l'avez évoqué, Mustapha. Donc, cet enjeu de co-création de connaissances pour, dans un deuxième temps, qu'il y ait une transmission avec la responsabilité au niveau des formations, des modules transversaux, comme vous l'avez évoqué, de la formation initiale, de la formation continue, professionnelle, pour des actions territorialisées. Et là, la formation joue un rôle essentiel. L'université joue un rôle d'acteur pivot dans ces territoires pour des actions concrètes, territorialisées et qui font écho aux spécificités aussi des territoires concernés. Et puis, les universités, vous l'avez très bien dit, porteuses de valeurs. Et j'aime bien cette idée de responsabilité, l'université dans de la médiation scientifique et citoyenne. Et ça, c'est un apport essentiel. Donc, ce cercle vertueux, co-création de connaissances, diffusion avec de la formation, pour générer de l'impact et notamment permettre de nouvelles activités, de nouveaux emplois et en développant de nouvelles formes de compétences. Donc ça me semble être un deuxième apport. Le troisième, c'est une autre perspective d'action. J'aime beaucoup l'idée que ces défis liés au climat globalement, aux enjeux environnementaux, soient aussi considérés comme un outil de management interne, quelle que soit l'organisation, depuis une association de la société civile jusqu'au ministère, jusqu'à l'État, avec encore une fois le niveau intermédiaire, en faire un outil de management interne dans une université, parce que c'est un espace de sensibilisation qui est essentiel, et soyons cohérents, c'est une organisation de diffusion, de création et de diffusion de connaissances, soyons cohérents par rapport à la responsabilité que représentent ces acteurs. Et puis peut-être un dernier point, et je fais écho, Frédéric, à une de vos dernières questions, le rôle du bottom-up, qui rejoint pour nous une conviction essentielle. Nous devons mettre en place des systèmes d'écoute. Quand je dis nous, ce sont tous les acteurs liés aux politiques publiques et au-delà des process. Nous avons la responsabilité de mettre en place des processus d'écoute de cette société civile qui est tellement innovante, et notamment dans le monde rural, qui génère par nécessité de survie des solutions qui doivent être relayées, accompagnées et permettre la mobilisation de financement. Et donc, nous sommes, par exemple, impliqués au sein de l'AUF Afrique du Nord dans un processus lié à la notion d'émergence qui va dans ce sens pour créer des éléments de plaidoyer pour cette logique bottom-up d'écoute de la société civile. Donc, pour conclure, oui, je reprends ces termes. Nous avons la responsabilité d'être optimistes dans une logique de patience, de résilience. Nous sommes tous partie prenante depuis le fait de faire attention à l'eau dans notre quotidien, l'eau et l'électricité. Et c'est ensemble que nous pourrons identifier de l'espérance. Et je terminerai en citant Gandhi qui nous dit « N'attendons pas que le monde soit comme il devrait être pour agir, mais agissons ». Et donc, c'est ce que je nous souhaite à tous. Et ce webinaire est bien l'exemple d'une action de sensibilisation, d'éducation au sens large. Et merci à vous, chacun, chacune, pour cette prise de responsabilité en commun. Ce n'est que comme ça que nous pourrons avancer. Merci à vous. Merci. On partagera avec vous le petit sondage de passage à l'action, Oui. qui est assez intéressant parce que
la moitié des participants ont répondu et de ces participants, 80% vont passer à l'action d'une façon ou d'une autre, soit en contactant des collègues, soit en le faisant un peu plus tard. Et c'est très important parce que si aujourd'hui on a pu mettre en marche une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de personnes, c'est comme le dit Daniel, c'est un effet multiplicateur et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Je remercie infiniment les participants, l'expert Philippe Drobinski, le témoin Mustapha Benouna et l'Agence universitaire de la francophonie avec qui on a vraiment bien travaillé. C'est notre premier webinaire avec l'Agence universitaire de la francophonie. Daniel, merci. Et à toute l'équipe, Roxana, Loubna et Katinka et Florian qui est derrière, qui a géré le back-office, comme on dit, c'est important. À bientôt. Frédéric, permettez-moi juste de remercier l'équipe AUF qui a été, comme d'habitude, formidable. Roxana, Katinka, Loubna et tous ceux qui ont travaillé pour permettre cette aventure. Mustapha, vous faites partie de l'équipe AUF quasiment, donc je vous remercie aussi. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Frédéric pour l'idée, pour le fait on va continuer. De penser à notre université et à ma modeste personne. À bientôt.